7h à Libreville au Gabon. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information matinale sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Diplomatie en ouverture de ce journal en bref et en images, comme annoncé par l'Élysée il y a quelques jours. La première rencontre entre le nouveau président béninois Patrice Talon et son homologue français François Hollande a eu lieu mardi au palais de l'Élysée. Les deux hommes d'État ont d'abord eu un tête-à-tête avant de donner une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux présidents ont affiché leur volonté de développer de chaleureuses relations de coopération, suivant un extrait de leurs propos. Je lui ai renouvelé mes félicitations personnelles, politiques, pour son élection, qui a été à la fois claire par son résultat, mais transparente aussi par les conditions du scrutin. Et je vous ai prié de faire l'effort de relancer, de donner plus d'ambition à la coopération entre la France et le Bénin. D'autant que nous allons opérer des réformes politiques et administratives dans notre pays pour améliorer la gouvernance. Les gouvernants ont la responsabilité de sortir le peuple de la pauvreté. Et ce mot n'est pas fort pour le Bénin parce que c'est un pays de grande pauvreté. J'ai l'ambition, et j'aime bien le dire haut et fort, au terme de 5 années, de faire le miracle, de réaliser cette magie. Et nous voudrons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite, parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Le Bénin est préoccupé également. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que des pays resteront épargnés indéfiniment. Nous espérons que nous ne serons pas une cible, mais nous devrons nous préparer à donner également, à répondre. Nous devons nous préparer à parer. Et sur ce champ, nous aurons besoin de votre accompagnement. Direction le Maghreb pour parler de la chef de la mission de l'Union européenne en Libye. En visite à Tripoli hier mardi, elle a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote incessamment pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Retrouvons une fois de plus Marielle Biogou. Sa première visite à Tripoli, la capitale libyenne, Natalia Apostolova, la chef de délégation de l'Union européenne dans le pays, a renouvelé la confiance de l'institution qu'elle dirige pour le gouvernement d'union nationale. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer notre soutien entier pour le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale. Elle a toutefois invité le Parlement installé à Tobrouk à voter le plus rapidement possible en faveur de ce gouvernement d'union. Donc nous croyons fortement au pouvoir du Parlement ainsi qu'à ses responsabilités qu'il doit prendre maintenant. Néanmoins, nous encourageons le Conseil présidentiel à prendre ses fonctions de l'exécutif dès que possible. Natalia Apostolova dit avoir évoqué lors d'entretiens avec les membres du gouvernement des mesures sécuritaires sur le terrain et les moyens d'aider le gouvernement à former une véritable armée et une véritable police. L'Union européenne envisage également de former les gardes-côtes libyens et d'élargir le mandat de Sophia, l'opération navale de l'UE de lutte contre les passeurs de migrants au large de la Libye, mise sur pied à l'été 2015. Toujours dans le nord de l'Afrique, en Tunisie, le président de l'instance électorale Shafik Sarsar a indiqué que le pays se dirige vers la tenue d'élections municipales en mars 2017. Une date fixée par consensus, le temps pour les organisateurs de promulguer la loi électorale. Retrouvons une fois de plus Marielle Biogou. 5 ans après la révolution du jasmin en Tunisie, le pays a enfin fixé une date pour les élections municipales. Comme il y a eu un dépassement de la date de la feuille de route, nous avons trouvé une sorte de consensus sur la date fixée en mars 2017 pour les élections municipales. Une loi électorale spécifique aux municipales doit toutefois encore être promulguée et un nouveau découpage électoral institué, car la nouvelle constitution prévoit que les municipalités doivent couvrir tout le territoire tunisien.
Absolument, il est possible d'organiser les élections municipales en mars 2017. Tout simplement parce qu'on a actuellement le temps pour la promulgation de la loi électorale et avant même donc, le découpage électoral. La confiance en l'instance, elle est assez établie. On perçoit très clairement que même dans les déclarations des politiciens, il a complètement changé. Actuellement, ils ont confiance en l'instance. Après la révolution qui a emporté la dictature de Ben Ali en janvier 2011, les municipalités tunisiennes ont été dissoutes et remplacées par des délégations spéciales chargées de gérer les affaires courantes. Parlons de politique à présent. Après moult tractations, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé hier mardi à Juba où il a prêté serment comme vice-président dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à 2 ans de guerre civile dévastatrice. Et dès son arrivée, il a appelé à l'unité pour que le pays puisse guérir de ses blessures. Les précisions dans ce reportage de Julie Coendo. Dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est enfin de retour dans la capitale après plusieurs reports. Au palais présidentiel, où il s'est rendu, il a prêté serment comme vice-président selon les accords conclus pour la préservation de la paix. En prêtant serment, il a déclaré, je cite, « Je suis pleinement engagé dans la mise en œuvre de cet accord afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible pour que les gens puissent avoir foi dans le pays pour lequel ils se sont battus pendant si longtemps. » Fin de citation. De hauts responsables de l'Union africaine et l'ancien chef d'État botswanais, Festus Mogae, qui est le président de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, étaient présents à cette cérémonie. Rappelons que Riek Machar avait déjà occupé le poste de vice-président entre juillet 2011, date de l'indépendance, et juillet 2013. Il faut dire que ce retour suscite un espoir de règlement du conflit et un avenir meilleur pour le Soudan du Sud. Eh bien, avant cette arrivée de Riek Machar à Juba, il a été précédé dans la capitale sud-soudanaise par son chef d'état-major, où il a été accueilli par de hauts gradés de l'armée gouvernementale. Simon Gateways était accompagné d'une centaine de soldats. Les précisions d'Ahmed Djembogo. Accueilli par le chef de la garde présidentielle, Martial Chanyong-Yol Mengok, également sous le coup des sanctions de l'ONU, c'est en brandissant un bâton en référence à l'armée populaire de libération du Soudan que le numéro 2 du système Riek Machar, le chef d'état-major de la rébellion sud-soudanaise, Simon Gateways, est descendu sur le tarmac de l'aéroport international de Juba. Je suis ici aujourd'hui à Juba pour la mise en place totale de l'accord de paix qui a été signé l'année dernière à Addis Abeba et je n'ai rien d'autre à ajouter avant que mon chef ne soit assis avec mon président Salva Kiir. Après cela, nous parlerons de notre armée en général. Une arrivée saluée par l'opposition sud-soudanaise. Sa présence aujourd'hui à Juba est le départ d'une nouvelle phase, une phase sérieuse de mise en place de la paix. Et en ce moment charnière, nous appelons les partenaires de la paix à soutenir cette initiative afin que nous puissions former le gouvernement traditionnel d'unité nationale qui attend déjà à la porte. En attendant la formation du gouvernement de transition avec le président Salva Kiir, la communauté internationale a exprimé sa colère face aux multiples retards de la réalisation de l'accord de paix. Les États-Unis ont tour à tour blâmé la rébellion, puis le gouvernement. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, ANC, le parti au pouvoir, a porté plainte pour trahison contre le chef du parti d'opposition des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, et après qu'il eut menacé de renverser le gouvernement en place. Des détails avec Yvan Bala. La nouvelle a été annoncée ce 25 avril par le porte-parole de l'ANC, Zizi Kodwa, qui a affirmé qu'une plainte a bien été déposée par l'ANC à l'encontre de Julius Malema pour trahison. Julius Malema avait affirmé la veille dans une interview à Al Jazeera qu'il allait bientôt perdre patience et faire partir ce gouvernement à la pointe du fusil. Plus tôt lundi, l'ANC a dénoncé dans un communiqué les déclarations de ce dernier, les qualifiant d'inflammatoires, traîtres et séditieuses. Depuis plusieurs mois, les EFF, le parti de Julius Malema, réclament le départ du président sud-africain Jacob Zuma qu'ils accusent d'avoir corrompu le pays. Fin mars,
Le chef de l'État a été reconnu coupable par la justice d'avoir violé la Constitution en refusant de rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public utilisés pour rénover sa résidence privée. Régulièrement, les députés du parti de Malema perturbent les séances parlementaires en interpellant la présidente de l'Assemblée sur des points de règlement ou scandant des slogans anti-Zuma. Enfin, les EFF espèrent confirmer leur ancrage dans le paysage politique sud-africain lors des prochaines élections municipales qui se tiendront le 3 août. Au Gabon, on parle de l'externalisation de demandes de visa à Libreville. L'annonce a été rendue publique par le consul général de France au Gabon, Jacqueline Laurel, lors d'un point de presse tenu dans sa résidence. Objectif, présenter aux hommes et femmes de médias le nouveau système de modernisation du service des visas. Les précisions dans ce reportage. Le consulat général de France au Gabon opte pour l'externalisation de la demande de visa. Une mutation due à la demande sans cesse croissante et à l'exécuté de ses locaux. À l'écoute du public gabonais, la représentation diplomatique française se veut plus probante et allie désormais la technologie au service de confort. En 2011, le consulat général de France a délivré 11 000 visas. En 2015, nous avons délivré 16 128 visas exactement, soit une augmentation d'environ 10% par an. Et nous voulons continuer à accompagner cette hausse, mais dans de bonnes conditions. Ce n'est plus tout à fait normal de laisser des files d'attente devant le consulat de 6h du matin à 13h, 14h l'après-midi. Ce n'est plus possible. La société TLS Contact commis à la tâche assurera les phases de prise de rendez-vous, de collecte des dossiers, de recueil biométrique, d'envoi des dossiers au consulat général et de restitution des passeports. Toutefois, le consulat assure qu'il reste le seul compétent en matière d'instruction des dossiers et de décision de délivrance des visas. Le pouvoir régalien de la décision d'octroi du visa relève et relèvera toujours du consulat général. L'ouverture de ce centre d'externalisation est fixée au 19 mai prochain, avant le pic saisonnier. Toujours au Gabon, cette fois-ci en économie, pour la période 2016-2020, la Banque mondiale, sinon la Banque africaine de développement a adopté la stratégie de partenariat avec le pays. Et dans le cadre de ce programme, la BAD pourrait apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA en prêt en aide au pays. Des précisions dans ce reportage de Judith Cohenno. Dans un communiqué publié le jeudi 21 avril, la Banque africaine de développement a indiqué l'adoption par son conseil d'administration de la stratégie de partenariat entre 2016 et 2020 entre l'institution financière et le Gabon. Le déboursement de ce financement dépendra toutefois de l'état d'avancement des projets proposés par ce pays. Le document sur la stratégie de partenariat fixe la feuille de route de la coopération technique et financière entre la BAD et le Gabon. Dans le cadre de ce programme, la BAD prévoit apporter jusqu'à 811 milliards de francs CFA à travers ses guichets publics et privés. Selon l'institution, ces ressources seront consacrées principalement à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires et le développement humain. Rappelons toutefois que c'est le 3e document de stratégie quinquennale adopté par les deux parties depuis 2006. L'adoption de cette feuille de route doit désormais être traduite en déboursements concrets qui dépendront de l'avancée des projets proposés par le gouvernement gabonais. Une phase délicate et complexe dans laquelle plusieurs accords ont été enregistrés au moment de la mise en œuvre des précédents documents de stratégie de partenariat. Toujours en économie, en bref et en images, sur les 150 chefs d'entreprise présents à Abidjan depuis lundi et pour 4 jours, 75% représentants des PME veulent établir avec les PME ivoiriennes un partenariat gagnant-gagnant dans la durée. Et les entreprises françaises aussi veulent nouer un lien avec ce pays où la part de marché de l'Hexagone a chuté de moitié en une décennie. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire, première puissance économique d'Afrique francophone, dit compter sur les entreprises françaises pour la transformation industrielle de ses produits agricoles, suivant un extrait de sa réaction. Nous avons dans cette délégation 150 personnes, il y a 75% de PME, ça c'est très important, car vous savez que la France a très souvent exporté, mais à travers des grandes sociétés que vous connaissez, des Bolloré, des Bouygues, des Colas, des L'Oréal, des Michelin, des Total.
Mais je crois qu'aujourd'hui, il est très important que nos PME françaises puissent aller à la rencontre des PME ivoiriennes et de construire ensemble, en effet, dans tous les secteurs d'activité. Il ne faut pas être là pour 6 mois, il ne faut pas être là pour 3 mois, il faut être là pour les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Donc c'est vraiment la philosophie que je veux mener au MEDEF, mais surtout avec cette première délégation très importante, c'est de construire dans la durée. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises et pouvant faire ainsi des entreprises pérennes. Et puis une note de santé dans ce journal à l'occasion de la journée mondiale contre le paludisme célébrée le 25 avril dernier. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié à ces dates a montré que 6 pays du continent africain pourraient éradiquer la maladie d'ici 2020. Et l'organisation félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées. Judith Kwendo pour les précisions. L'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé, publié en 2015, était d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays du monde d'ici 2020. Dans un nouveau rapport publié lundi 25 avril, l'organisation annonce que cela est réalisable dans 21 pays, dont 6 sur le continent africain, le plus touché par la maladie. Il s'agit de l'Algérie, du Cap-Vert, du Swaziland, du Botswana, de l'Afrique du Sud et des Comores. L'OMS félicite ces pays et souligne le besoin d'investissements importants dans les régions fortement touchées, particulièrement en Afrique. En Afrique du Sud, l'élimination de cette maladie est un objectif national. En 2014, le pays a enregistré près de 11 700 cas, presque 6 fois moins qu'en l'an 2000. Les cas de paludisme y sont concentrés dans les régions frontalières avec le Swaziland, le Zimbabwe et le Mozambique. Selon l'OMS, avec une action ciblée et une coopération transfrontalière, l'Afrique du Sud a le potentiel pour éliminer la malaria en 2020. Rappelons toutefois que dans son rapport de 2015 sur le paludisme, l'OMS avait annoncé que la maladie reculait partout dans le monde, y compris sur le continent africain. Au cours des 15 dernières années, les taux de mortalité par paludisme y ont chuté de 66% dans toutes les tranches d'âge et de 71% chez les enfants de moins de 5 ans, une population particulièrement vulnérable face à la maladie. Depuis la disparition subite du père de la rumba congolaise Papa Wemba, des réactions ne cessent de venir de part et d'autre du continent. À l'ambassade de la RDC au Gabon, des personnalités politiques, des personnes qui ont connu bien sûr le roi de Molokai viennent s'incliner devant le portrait de l'illustre disparu et Roland Diakou s'en fait l'écho. Parmi les personnalités qui font des va-et-vient à l'ambassade de la République démocratique du Congo depuis la mort de Papa Wemba, figurait l'ambassadeur de l'Angola. C'est un vide, non seulement pour sa famille, mais c'est pour toute la communauté africaine et en particulier les pays voisins qui partagent le même destin que le peuple congolais. Donc quand il a commencé à jouer de la musique, on était encore à l'école secondaire. François Luambo, chef de la diplomatie de la RDC au Gabon, n'a pas manqué d'exprimer la tristesse qui l'anime depuis le matin du 24 avril. J'ai eu la première nouvelle à 6 h du matin. C'était une émotion. Et je ne peux pas vous dire les émotions que j'avais eues et comment j'avais pleuré, parce qu'en fait, c'est un frère. Très proche de l'artiste disparu, François Luambo se souvient des débuts de la star Wemba. Jules Wembadio, quand il a commencé la musique, c'est mon frère qui était un peu comme son sponsor, l'aider à pouvoir stabiliser sa musique. Mais comme il avait le don musical, il a fait tout ce qu'il a fait à travers le monde. Un hommage national sera rendu à Papa Wemba à Kinshasa, selon la volonté du président Kabila. La journée de jeudi, ce sera le départ du corps de Papa Wemba pour Kinshasa, attendu par le gouvernement congolais, parce que le président Joseph Kabila Kabange avait donné des ordres auprès de son premier ministre du gouvernement pour qu'on puisse organiser le funérail national. En plus de l'hommage qui sera rendu à Kinshasa, les autorités congolaises accréditées au Gabon ont également prévu un hommage à l'ambassade de la RDC au Gabon.
Parlons de sport maintenant. En Afrique du Sud, les 4 fédérations sportives que sont le rugby, le cricket, l'athlétisme et le netball sont formellement interdits de participer ou d'organiser toutes compétitions internationales. Une décision prise par les autorités sud-africaines suite au problème de mixité raciale dans les équipes. Les précisions de Michel Jugy. Le débat sur la mixité raciale dans le rugby et dans d'autres sports est donc loin de s'achever. Au regard du racisme qui prend de l'ampleur au sein des équipes, le ministre des Sports sud-africain, Fikile Mbalula, a menacé d'annuler la candidature de la Fédération sud-africaine de rugby à l'organisation de la Coupe du Monde 2023 afin de bannir ce malaise. Pour renforcer la mixité au sein de l'équipe nationale de rugby, le gouvernement sud-africain exige la participation de plus en plus de joueurs noirs. Un coup dur pour la nation arc-en-ciel qui, dans l'organisation du Mondial 2023 de rugby, est en concurrence avec la France, l'Irlande et l'Italie. Notons que l'étude des candidatures pour le Mondial 2023 commence dès le mois de mai et se terminera l'année prochaine. Les disciplines concernées espèrent que le gouvernement sud-africain reviendra sur sa décision. Et pour finir, dans le cadre du 7 ans plus du journal de 20h d'hier, Marielle Biogo était l'invitée et avec elle, il était question de la Libye, notamment de la visite du chef de la mission de l'Union européenne à Tripoli, une visite au cours de laquelle elle a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote incessamment pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. L'entretien, c'est juste après cette transition. Marielle Biogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roland Diakou, merci. Toujours un plaisir de vous recevoir depuis hier d'ailleurs. Et cette fois, vous nous parlez de la Libye qui petit à petit sort du chaos et la formation de ce gouvernement d'union est donc finalement saluée par l'Union européenne. Saluée par l'Union européenne, Roland Diakou. Et on a l'impression d'assister petit à petit également vers l'épilogue de cette crise en Libye pour la petite histoire qui a commencé il y a 5 ans avec la chute du régime de Muammar Kadhafi. Vous vous souviendrez, une chute qui avait nécessité plusieurs interventions de la communauté internationale à l'époque, qui avait décidé à plusieurs niveaux également de se retirer du pays petit à petit face au chaos que cette chute-là a entraîné après la mort du guide libyen. Après donc plusieurs tentatives initiées par l'Organisation des Nations Unies, notamment les rencontres qui se tenaient du côté du Maroc entre les différentes factions rivales qui gouvernaient la Libye, on a pu accoucher finalement de ce gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui a longtemps été rejeté, mais qui finalement a été approuvé par l'ensemble des partis lors de ces discussions-là en février dernier. Et l'Union européenne ne peut que saluer ce gouvernement d'union nationale parce que nous faisons un pas vers la stabilité de ce pays du Maghreb, vers la stabilité de la Libye. Il faut également dire que l'Union européenne invite le Parlement installé à Tobrouk parce qu'il faut reconnaître que ce Parlement doit entériner ce gouvernement d'union nationale parce qu'il s'agit là du Parlement reconnu par la communauté internationale mais qui n'a pas encore validé ce gouvernement d'union nationale. Donc vous voyez, Roland Diakou, nous sommes là déjà dans une stabilité qui commence à naître dans un embryon de stabilité mais qui doit encore être confirmé et approuvé par le Parlement de Tobrouk situé dans l'est de la Libye. Et on voit là que l'Union européenne emboîte le pas à plusieurs autres pays occidentaux qui ont décidé de ramener leur représentation diplomatique du côté de Tripoli, la capitale libyenne. Et Marielle, l'Union européenne tend donc la main à la Libye. Comment pourrait-elle envisager la coopération avec ce pays? Alors, l'aide de l'Union européenne a été clairement signifiée par Natalia Apostolova, Marie-Angèle, parce qu'il s'agit déjà d'asseoir le volet sécuritaire au niveau de la Libye. L'Union européenne compte donc former plusieurs compatriotes libyens, plusieurs Libyens, former une armée libyenne parce qu'on a vu que durant ces 5 ans de chaos, l'armée libyenne s'était détériorée. On va dire qu'il n'y avait même plus d'armée en Libye. Voilà. Il faut donc reformer une armée en Libye. Il faut former une police en Libye. L'Union européenne va donc apporter son appui logistique et son appui également en termes de formation. Elle va également porter secours à ces gardes-côtes libyens qui, on l'a vu, ont joué un grand rôle dans cette crise des migrants parce qu'il faut le rappeler, la Libye était
devenu comme une plaque tournante de l'immigration clandestine du côté du nord de l'Afrique. Et donc, voilà, l'Union européenne se propose. Après, il y aura également l'économie du pays à relever. C'est autant de défis auxquels la Libye est confrontée. Mais déjà, d'entrée de jeu, on va aborder ce volet sécuritaire et on espère que le Parlement validera rapidement ce gouvernement d'union nationale. Et justement, pour parler du Parlement de Tobrouk, Marie Biogou, en revanche, n'a pas encore validé ce gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça ne peut pas être une entorse pour la stabilité dont vous êtes en train de parler? Alors, Roland Djako, il faut envisager deux hypothèses à ce niveau. Il y a le fait que si le Parlement rejette ce gouvernement d'union nationale, on retombe dans ce qu'on a vécu ces derniers mois. On est comme dans une espèce d'éternel recommencement. Mais on espère, parce que déjà, le gouvernement s'est autoproclamé en mars dernier. Et il a eu l'aval, même si ce n'est qu'un aval préalable de la majorité des parlementaires qui reste à confirmer par ce vote de confiance du Parlement de Tobrouk. À l'instant, c'était le 7 en plus du journal de 20h d'hier où il était question de la Libye, notamment de la visite de la chef de la mission européenne à Tripoli pour un soutien de l'Union européenne. Eh bien, c'est sur cet entretien que se referme cette édition des formations matinales. Prochain rendez-vous 9h. Bonne journée à toutes et à tous.